Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors créé à la fin du XVIIIe siècle, le vaccin fait partie des avancées médicales de premier ordre. Certains y croient, d'autres sont plus sceptiques. Nos invités du jour nous expliquent son utilité. J'accueille aujourd'hui le docteur Jérémy Bouchu, qui est médecin à l'hôpital de Moréa. Bonjour. Docteur Françoise Pawlowski, qui est chef de service en réanimation néonatale. Bonjour. Et le docteur Lam Nguyen, qui est responsable du centre de consultation spécialisé en maladies infectieuses. Yorana. Ravi de vous accueillir tous les trois sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lam, on rentre dans le vif du sujet. À quoi sert un vaccin ? Eh bien, à prévenir les maladies en général. Je rappelle historiquement le premier vaccin qui a été inventé, c'est Jenner, contre la varicine, justement, à l'époque. Et on se souvient aussi des exploits à l'époque de Pasteur avec le vaccin contre la rage, qui a permis de sauver un jeune enfant qui a été mordu par un chien enragé. En fait, on ne le dit pas suffisamment. Je pense que s'il y a une invention médicale à retenir au cours du XXe et XXIe siècle et oublier tout le reste, c'est la vaccination. C'est la vaccination qui permet de sauver le plus de vies dans toutes les inventions médicales qui ont été faites au cours des 2 derniers siècles. Et ce qui est dommage, c'est qu'il ait peut-être été un peu, on va dire, banalisé, mais on ne se rend pas compte, justement, en faisant les recherches, on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Dans cet esprit-là, est-ce que Jérémy, la population est-elle suffisamment informée sur le côté positif du vaccin ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. En fait, on se rend compte quand on regarde les statistiques épidémiologiques que la plupart des maladies pour lesquelles on vaccine aujourd'hui étaient des fléaux. Là, je pense en particulier à la tuberculose qui a tué plus dans l'histoire de l'humanité que n'importe quelle autre épidémie. 2 milliards de personnes, je crois, en continu sur notre histoire humaine. On ne se rend pas compte aujourd'hui, une tuberculose, c'est 20 cas pour 100 000 en Polynésie. On a l'impression que c'était anodin, alors que c'est monstrueux. Oui, alors qu'en fait, et ça continue de tuer énormément de gens chaque année partout dans le monde. Donc en fait, on fait bien de rappeler régulièrement que c'est utile, c'est nécessaire et que ça sauve des vies. Ça sauve des vies, c'est utile, c'est un acte à la fois de protection individuelle pour soi-même, mais c'est aussi un acte pour son voisin, pour son ami, et aussi quand même pour ses ennemis, quoi, entre guillemets. On le fait pour tout le monde, quoi. Françoise, dans ta spécialité, donc toi, on va dire, tu es en plein dans les bébés. Quels sont les vaccins obligatoires entre la naissance et 3 ans, par exemple ? Et quel est le but de ces vaccins ? Il y en a beaucoup. Alors, il faut savoir que les vaccins obligatoires en Polynésie française ne sont pas exactement les mêmes qu'en France. Alors, on parlait ceux en Polynésie. En Polynésie, il y en a beaucoup où nous, on commence à la naissance à faire le BCG et l'hépatite B. Donc, naissance dès que le bébé vient d'arriver ou vous attendez quelque temps ? Le BCG, c'est les 3 premiers jours. D'accord. L'hépatite B, c'est à la naissance si son poids est suffisant et son terme est suffisant. Sinon, on fait secondairement. Et après, on a les rappels du Pentavax et du Prévenard. C'est des mots un peu techniques. Il y a beaucoup de maladies réunies à 2 mois, 4 mois et 10 mois. Et le ROR, 2 fois un petit peu plus tard. Et alors, puis après, ROR, par exemple, qu'est-ce que c'est ? Rougeole, oreillon, rubéole. On peut expliquer toutes les maladies spécifiquement, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de maladies à retenir. Les parents nous demandent ou nous demandent pas. On a la chance d'avoir un taux de vaccination en Polynésie française qui est remarquable, qui est au-dessus de 95%. Donc ça, c'est très bien déjà. Ça veut dire que la peur ne s'est pas encore installée. Je pense aussi qu'il y a encore des souvenirs de l'arrivée de la grippe en Polynésie française, et que je pense que dans l'imaginaire collectif, il y a encore le souvenir des épidémies et de ce que ça a provoqué dans la population. Et les gens font confiance et adhèrent. Au vaccin des enfants, on n'a pas de soucis particuliers. Et quand on a mis en place, parce que moi j'étais déjà là, contre le pneumocoque ou contre l'hémophilus, les parents ont tout à fait adhéré. Et nous, on a vu disparaître ces maladies des services de réanimation. C'est bien de le préciser. Voilà. Donc il y a des maladies qui ont disparu justement grâce à la vaccination en Polynésie. Complètement. Ah oui, il y en a en Polynésie et ailleurs. Mais moi, j'aime bien quand on parle de la Polynésie parce qu'on vit ici, tu vois. Comment l'organisme humain est affecté et comment l'agent infectieux pénètre l'organisme ? C'est un peu compliqué là de te donner comme ça pour tous les vaccins de toutes les maladies, mais en gros, si tu veux, le corps humain est bien fait. On a hérité, semble-t-il, notre système immunitaire de Néandertal, qui est très efficace en fait. Et on a, sans rentrer dans les détails, chaque fois, depuis notre naissance jusqu'à ce qu'on meurt, chaque fois qu'on rentre en contact avec un germe, en général, notre système de défense immunitaire apprend à le reconnaître pour mieux réagir la prochaine fois. Ce n'est pas toujours vrai pour toutes les maladies. Certaines maladies sont très immunisantes, c'est-à-dire une fois que tu l'as, tu
tu es protégé à vie contre cette maladie. C'est le cas de la dengue, par exemple. Tu attrapes, par exemple, le type 1, eh bien, tu es immunisé contre le type 1 durant toute ta vie. Sauf certaines circonstances particulières. On va dire, il peut y avoir des exceptions, Voilà. mais en général. Voilà. En général, c'est ça. Par contre, d'autres maladies ne confèrent aucune protection. La tuberculose, par exemple, ne te confère aucune protection. Tu peux attraper autant de fois de tuberculose que tu es en contact avec des gens qui te contaminent. Et puis, il faut aussi ne pas oublier une chose, c'est qu'on parlait beaucoup de vaccins, mais l'efficacité de chaque vaccin n'est pas comparable les uns par rapport aux autres. Certains vaccins sont extrêmement efficaces. Je prends par exemple celui que je fais souvent pour les gens qui vont dans les zones endémiques, le vaccin contre la fièvre jaune. Une seule piqûre, tu es protégé à vie. Voilà. Il n'y a pas besoin d'autre. Par contre, d'autres vaccins, par exemple comme la grippe, c'est un vaccin très très particulier. C'est un vaccin probabiliste, c'est-à-dire qu'on fait un pari sur l'avenir, on prépare cette saison les compositions du vaccin pour la saison prochaine, sans savoir quel virus va circuler, mais on table sur la probabilité que telle ou telle souche circule. Donc, si on tape juste, ça protège. On tape un peu à côté, ça protège moins bien. Donc, des fois, pour les gens qui ne sont pas très convaincus par la vaccination, ils disent « Ah oui, vous voyez, ça ne marche pas ». Ce n'est pas vrai. La grippe, le vaccin de la grippe est très particulier. Par contre, on peut citer un autre exemple qui marche très bien, la diphtérie ou le tétanos. Ce sont des vaccins qui sont pratiquement efficaces pratiquement à 100%. Et donc, en fait, ceux qui marchent bien ont été banalisés et on considère que c'est normal, alors que ça reste quelque chose de très important. Oui, mais surtout, ça se retourne contre nous, puisque qui, de nos jours, ont déjà vu un cas de diphtérie ou tétanos sur le territoire? J'espère personne. Parce qu'on est tellement efficace qu'on n'en voit plus. Et parce que les gens n'en voient plus, ils ne ressentent pas la nécessité de vacciner. Or, pour les maladies dont l'origine de la transmission est interhumaine, c'est possible. Une fois que on le maintient pendant longtemps, ça peut disparaître. Mais ce n'est pas le cas. C'est le seul qu'on a pu faire ça, c'est la variole. Hein. Donc, Jérémy, ça veut dire que étant en Polynésie, on est en vase clos, parce qu'on est entre nous. Alors, les îles, nous sommes encore plus entre nous sur chaque île. Oui. Ça veut dire que l'explication qu'on vient d'avoir là, mais il faut que tu la répètes régulièrement. Il faut que tu l'expliques régulièrement pour bien faire comprendre aux gens la nécessité de ce vaccin et qu'on est interdépendants. La Polynésie, les Polynésiens en général, on l'a vu aussi dans l'épidémie de Covid et tout ça, on se méfie toujours un peu de ce qui vient de l'extérieur. Et on a raison, parce qu'en fait, dans nos îles, on vit en vase clos. Si tout le monde est bien vacciné, finalement, on a très peu de risques. Maintenant, on n'est jamais à l'abri, en particulier pour les germes à transmission interhumaine, que quelqu'un un jour débarque avec une petite toux et que ça soit de la rougeole. À partir du moment où la rougeole rentre sur le territoire, si tout le monde est bien vacciné, on va avoir très peu de cas. Par contre, dans la population des gens non vaccinés contre la rougeole, là, on va avoir 95% des gens non vaccinés autour du cas qui vont la choper. Et parmi ces gens, beaucoup seront en bonne santé et vont très bien s'en tirer. Et puis malheureusement, peut-être au milieu, il y aura un enfant qui a un lupus, qui est sous immunothérapie, corticothérapie, qui a un système immunitaire moins fort, ou alors une personne âgée qui a un traitement, une personne en fait qui est peut-être vulnérable, plus vulnérable, et qui, elle, par contre, va avoir 50% de chances de mourir de sa rougeole. Donc en fait, on est vraiment... Disons que le risque, la possibilité 0 ou 100% d'efficacité est limite utopique, mais c'est très 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 élevé, donc on peut considérer qu'on vit dans un pays où on est bien protégé par la vaccination. On est bien protégé tant qu'on maintient un taux de vaccination autour du 95%. Et tu parlais tout à l'heure de vaccins obligatoires quand on va dans certains pays. Donc quand on vient en Polynésie, est-ce qu'il y a des vaccins obligatoires? Non. Aucune obligation qu'on ait un très bon niveau sanitaire. En tant que voyageur. Oui, en tant que voyageur, il n'y a aucune obligation, sauf quand tu viens des zones endémiques de fièvre jaune. Parce qu'on a le moustique qui transmet potentiellement la fièvre jaune. Donc, quand les gens viennent de ces zones-là, il faut qu'ils soient vaccinés pour entrer en Polynésie française. Et en fait, c'est la zone d'où ils viennent qui est à risque. C'est pas la Polynésie. C'est pas la Polynésie. On fait ça pour empêcher l'introduction de la fièvre jaune ici. Parce qu'on a le vecteur. Dans une consultation de voyage, quand les gens partent, par exemple, de métropole pour venir en Polynésie, s'ils vont voir leur médecin traitant ou un infectiologue dans le grand CHU pour savoir ce qu'ils doivent faire pour en Polynésie, on va leur recommander quand même de refaire leur vaccin habituel, c'est-à-dire le diphtérie, tétanos, polio, on va dire, le DTP, le ROR, juste être sûr d'être bien à jour. Parce que si quelqu'un est vacciné, imaginons un cinquantenaire
qui dit « je vais venir voir mes petits-enfants en Polynésie » et il ne sait pas s'il a jour de son ROR. Bah, c'est toujours l'occasion de lui refaire juste avant, ça lui empêchera de le choper à l'aéroport et de l'importer dans le pays. On va dire que c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est de la prévention, c'est pas forcément des vaccins obligatoires. C'est ça. Le légalement, discours quoi. sur les bébés doit être. Alors, les gens, pour eux, c'est acquis, il faut le faire. C'est-à-dire que si tu dis qu'il y a telle liste à faire, les parents suivent. Ou quelquefois, tu as encore des parents qui peuvent dire il va avoir mal, il va avoir les effets secondaires. On va dire le côté exacerbé des parents, en plus, les jeunes parents, ce qui est normal. Mais il y a une notion d'obligation. Alors, certains vaccins sont obligatoires, d'autres pas. Actuellement, il y a une attitude qui augmente, c'est de refuser les vaccins. Ça, c'est la première On va y attitude. venir un petit peu On va plus le tard, rassurer. évidemment. Oui. Mais sinon, c'est de demander qu'ils soient différés, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on essaye d'évaluer si c'est une famille à risque ou pas. Si c'est une population qui vient des Australes avec beaucoup d'antécédents d'hépatite B, ou si la maman a fait l'hépatite B et est positive, on va pas vraiment laisser le choix parce qu'il y a un risque très important pour l'enfant. Si c'est une famille qui n'a aucun risque d'hépatite B, on peut accepter que ce soit différé. Et différé, Pareil c'est pour le ça veut dire BCG. on le décale de quel... On peut le rappeler Décalé. quelques jours plus tard, le mois suivant ou le mois suivant. Oui, on n'est Ça, pas en train de parler d'années ou on le diffère Non. juste. Ouais, non, donc non, alors quel est on l'intérêt de le diffère différer? quelques mois. Parce que les parents n'ont pas l'impression qu'on pique leur enfant à la naissance. Ça, c'est Ok, une voilà, histoire c'est pour ça. c'est une histoire de. Mais franchement, les familles en Polynésie sont bien habituées au vaccin. Et je pense qu'il y a encore la mémoire des enfants qui ont eu des gros soucis. Donc, on n'a pas. C'est plutôt un mouvement POPA pour l'instant, de gens qui refusent la vaccination sans avoir totalement la conscience du risque qu'ils prennent. C'est un mouvement. C'est un mouvement. On va y revenir. Je Voilà. voulais savoir, Lame, qui décide de la nécessité d'un vaccin? C'est l'autorité sanitaire. Donc, dans chaque pays, vous avez ministère de la Santé, direction de la Santé, et c'est eux qui déterminent techniquement en fonction de différentes épidémiologies lesquelles vaccinations sont retenues pour protéger la population. Et surtout, lesquelles sont disponibles aussi. Parce que, par exemple, je prends un exemple d'une vaccination qui est hautement recommandée partout, mais qu'on n'a pas réussi à mettre ici à cause des prix. C'est la vaccination contre le papillomavirus. On en avait parlé dans qui une est émission. un vaccin contre le cancer qui est extrêmement efficace, mais pour lequel il faut quand même de l'argent et une volonté pour y aller parce qu'en fait, ça coûte cher, quoi. Il est cher à produire, donc cher à acheter. Voilà, c'est ça. Et donc difficile voilà, à. c'est ça, Il y a peut-être des pays, on va dire, qui ont plus les moyens que nous et qui ont déjà pris les stocks. C'est à peu près ça. Mais Non, C'est possiblement pas une que question dans... de stock, Ouais. c'est C'est une vraiment une question de question coût, là. de coût parce que en fait, si vous voulez parler du HPV, il me semble que c'est un vaccin qui coûte 15 000 francs l'injection. Il y a Approche-toi si tu veux bien. 15 000 francs l'injection, c'est un vaccin qui il y a 2 injections à faire. Effectivement, comme dit Lam, les dernières données de cette année, c'est des études, c'est des analyses de cohorte, parce qu'en Australie, ils l'utilisent et ils le font depuis plus de 15 ans en fait. En France, il y a eu beaucoup de réticences, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est un vaccin qui est safe ou pas? Ouais, Est-ce puis il y a les approches aussi, en lisant, il y a les approches anglo-saxonnes du médical, les approches européennes, Ouais. qui sont peut-être pas les mêmes en termes de sécurité et en termes de tests. Non. Non, tous les pays ont des systèmes quand même de pharmacovigilance qui sont efficaces. Donc, il ne faut pas oublier qu'un vaccin, quand il est fabriqué, d'abord, il y a des études précliniques. Tout le monde l'a appris pendant le Covid. C'est ça qui est bien. Le Covid a donné de la culture générale à l'ensemble de la population sur ce thème. Pas que, Mais, mais bon. Pas que, bon, ok, mais, Hélas. mais en gros, voilà, on a les phases 1, les phases 2, Oui. les phases 3 de tests pré-commercialisation, où en fait, on augmente au début, on vérifie qu'il n'y a juste pas de problème, pas d'effet secondaire, que la sécurité est bonne, et après, on regarde si l'efficacité est bonne sur la population testée, et ensuite, on le met en commercialisation, et ensuite, on continue de surveiller. Donc on voir peut est-ce que les considérer que c'est résultats... 2-3 ans, quoi. La poursuite de la pharmacovigilance, Non, non, c'est- c'est 15 ans, c'est 20 ans, c'est Non, en non, continu. avant la mise en place, avant, c'est quoi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans? Ah, pour fabriquer un Ouais. vaccin, c'est souvent bien plus long. Hein. Ah oui, c'est 10 ans à c'est ouvrir. un médicament, de manière générale, c'est 6 à 10 ans, Donc, c'est intéressant effectivement. parce que quand tout ce qu'on a pu entendre sur les vaccins, On va revenir là-dessus Voilà, si ouais. tu veux, mais pour compléter le vaccin contre le HPV, avant c'était beaucoup plus cher. Et le prix a diminué avec le temps. Donc on espère que comme on produit de plus en plus, et ça rentre dans la chaîne de commercialisation, donc le coût va donc le coût va baisser. baisser, ouais. Le coût de revient va... Et maintenant, on a suffisamment de recul sur ce vaccin en Australie qui ont réussi à baisser leur nombre de cancers du col de l'utérus presque de 99%. Ils ont presque éradiqué ça à partir du moment... Et c'est vraiment une dose... c'est vraiment un effet dose dépendant. Plus il y a de jeunes vaccinés, plus le nombre de cancers de col de l'utérus diminue.
tant qu'ils étaient à 80% de vaccination, bah, ils étaient qu'à un petit 80% de réduction du cancer. Et finalement, avec leurs 99% de vaccination des jeunes de nos jours, ils ont presque plus de cancer de col de l'utérus, de nouveaux cancers de col de l'utérus chez les gens vaccinés. Ouais, donc il y a des résultats probants. Non, mais Ah le non, vaccin, c'est on se bat prouvé, contre, ouais. on se bat Prouvé. contre des infections, contre des germes, mais on se bat. Il y a 2 vaccins qui sont intéressants et qui protègent du cancer, c'est celui de l'HPV et celui de l'hépatite B dont Françoise nous parlait tout à l'heure. C'est incroyable de se dire que en se protégeant contre un germe, on se protège potentiellement aussi contre un cancer. Ça permet de Et réfléchir. d'où les campagnes qui sont faites aussi pour expliquer aux gens, essayer de vulgariser au maximum. Mhm. Alors justement, on en parlait, la fameuse, on est tous passés par une période de notre vie un peu compliquée, il y a un avant, un après, et ça a eu des effets plutôt, je vais pas dire positifs ou négatifs, parce que mon point de vue, on s'en moque, mais sur la vaccination, il y a une forme de défiance sur le vaccin. Alors comment est-ce que derrière ça, les praticiens que vous êtes remettent les choses en place et se disent non mais attendez, on en a besoin. Je parle pas d'un vaccin en particulier, en général, et faites-nous confiance. Françoise, par exemple, alors, par Alors, rapport aux jeunes parents. Honnêtement, le Covid n'a pas modifié le fonctionnement des jeunes parents. Ce mouvement de vouloir ne pas être vacciné, c'est un mouvement récent qui concerne une toute petite tranche de la population. Le souci, c'est que pour l'instant, à part le tétanos qu'on peut attraper en se piquant dans la terre, toutes les autres sont plutôt interhumaines. Et donc, si la totalité de la population est bien vaccinée, pour l'instant, cette population non vaccinée est protégée par les autres. Ça posera un problème quand ils seront plus nombreux. Et moi, Oui, je parce pense... qu'on en revient toujours à cette interdépendance. Voilà, c'est interdépendant. Pour l'instant, ils sont protégés. Je dirais à la limite, bon, le problème, comme les vaccins sont obligatoires, eh ben, ils arrivent à avoir des faux papiers, entre guillemets, c'est pas des faux papiers, mais des faux documents qui attestent qu'ils sont vaccinés. Et c'est nous rendre les choses encore plus compliquées si Attends. jamais ils arrivent avec la maladie. Oui, là, attends. Non, mais c'est important. Non, mais justement, C'est on très va important. jusqu'à faire des papiers. Bien sûr. Eh ben, je ne sais pas comment ils font, mais on le sait. Mais Il y a- c'est pour quelle raison? Pour pour rentrer à l'école? pour rentrer à l'école ou à la crèche, parce qu'il y a des obligations. Alors, Donc ils envoient leurs enfants pas vaccinés à la crèche, mais ils ont des signatures. mais en prenant le risque que les enfants attrapent des choses parce qu'ils sont pas vaccinés. C'est ça? Ben, actuellement, ils sont protégés par les autres, sauf le tétanos. Actuellement, D'accord, il y a un ok. effet groupe. C'est Ok. le problème. Je pense que dans les années qui viennent, ça ne surviendra pas. Il faut qu'il y ait vraiment une grande partie de la population non vaccinée pour que un virus puisse de nouveau se disséminer dans une population. C'est ce qui est arrivé, c'était aux Samoa, c'est ça. Ils sont Les tombés. Samoa, il y a eu une angoisse collective qui était justifiée par rapport à l'incident qui s'était Oui, il y a eu un présenté au incident début. particulier Il y a eu qui un a fait que. incident ouais, très ouais. particulier. Un des médecins de notre unité est allé là-bas. Ça a été mais absolument dramatique ce qui s'est passé. Si on vaccine les enfants aussi jeunes, mais je trouve que la population ici est quand même adhère vraiment. C'est parce qu'il y a des risques et quand on est petit, on sait moins se défendre. Et donc on utilise l'immunité et le contact avec soit un virus atténué, soit avec une réaction immunologique, et ça permet de protéger de la maladie. Et en fait, il y a des mouvements qui sont collectifs et de mémoire collective. Ce qui s'est passé dans le Covid, c'est complètement à part. Il y a eu une urgence sanitaire et il y a eu une réaction et des questions qui, quelque part, les questions étaient légitimes. Bien sûr. Après, à partir du moment où ça a été prouvé, il y a eu une difficulté de la population à s'adapter avec la vitesse des Oui, il y informations. avait une forme de brutalité des informations. Voilà, ça- Vous Oui. devez, tout ça, on doit, c'est impératif, on nous oblige. voilà. Et ça va, Et puis- c'est et peut-être puis, allé en frontal de pas mal de choses. Il y a eu... enfin, Mais qui était nécessaire. Oui, mais vous imaginez dans une île isolée des Tuamotu où vous êtes tout seul, où vous avez personne qui arrive, et on vous dit vous n'allez pas vous baigner par solidarité collective avec quelqu'un qui est dans une ville à plusieurs millions. Il fallait peut-être aussi certaines informations. la forme. Les gens ont quand même du bon sens. Si vous restez seul à une distance de 2 mètres de quelqu'un, il va rien vous arriver. Donc il y a eu des décisions. Je suis pas en train de les remettre en cause. C'est pas la question. On explique simplement. Mais se poser des questions, c'est sain et c'est naturel. Je pense qu'il faut essayer de savoir quelle maladie, quel risque. Face à une maladie mortelle, parce que nous on le voit, et il y a une aberration. Et c'est ce discours-là sur lequel il faut se battre. Et rester vigilant, essayer de regarder, de remettre en cause une pensée unique. Moi, je trouve que ça, c'est Oui, c'est ça un peut être débat ça. On peut poser les démocratique et questions. c'est tout à fait. Moi, j'ai quelque chose d'intéressant à raconter Alors, raconte-le. pendant la pandémie de Covid. Bon, j'ai un membre de ma famille qui a travaillé dessus. Et il y a eu un moment, l'épidémie Delta. Et je me souviens très très bien ce qu'il m'a dit. Il n'est pas arrivé de manière dictatoriale en me disant c'est bon, il n'y a pas de problème. Il m'a dit attends, on ne sait pas. Et je pense que ces temps de attends,
on regarde, on observe dans l'angoisse collective, on n'a pas eu ces temps-là. Oui, puis de toute façon, on n'avait pas ces temps-là. Et puis là, la vitesse à laquelle les choses avancent, on a de moins en moins de temps. Justement, alors après, quand on revient sur les vaccins, une fois nous sommes tous passés par ces événements qui ont duré presque 2 ans et qui ont déstabilisé et entamé un petit peu la confiance, cette défiance, après, on va la rechercher comment auprès des patients que tu vois tous les jours Moi, et la jeune génération particulièrement. Oui, alors on a effectivement des parents qui se posent beaucoup de questions parce que cette obligation vaccinale lors du Covid les a traumatisés. Et on peut comprendre, hein, en tant que parents, nous aussi, on peut tout à fait comprendre qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait à nos enfants. Est-ce que c'est Ou même à nous. Ou même à nous, effectivement. Hein. Est-ce que cette obligation vaccinale... Ben, moi, je recadre quand même avec les parents le débat. Moi, je suis entièrement d'accord qu'il y avait des questions à se poser sur le Covid. Il fallait prendre le temps. On n'a pas pu le faire, c'était une urgence. Maintenant, quand on discute des vaccins obligatoires Ouais, c'est actuels plus ça le propos en fait. On revient dans sur les notre vaccins en général, calendrier ouais. vaccinal, on essaye de recentrer et de demander, bon, alors qu'est-ce qui vous fait peur? Quelles sont vos inquiétudes? D'accord. Moi, j'essaye toujours de savoir pourquoi les gens ont une hésitation vaccinale, pourquoi ils se posent une question, et ils ont le droit de se poser des questions, et surtout, est-ce que je peux leur répondre de La manière... pédagogie en fait. Oui, en fait, les gens peuvent trouver tout ce qu'ils veulent sur Internet. Après, il y a quand même un lien de confiance avec leur médecin traitant qui est là. Et on a des relations quand même avec nos patients qui sont saines, qui sont des relations basées sur la confiance mutuelle, sur une relation qui dure depuis des années. Et mine de rien... Elle est importante. Et en Polynésie, elle a encore plus de sens, Oui, je oui. trouve. Il y a une vraie confiance. Là, quelles sont les avancées, on va dire, à venir en termes de vaccins? Alors, on parlait tout à l'heure du papillomavirus, que je le dise correctement, mais il y a d'autres vaccins qui vont nous permettre d'améliorer la vie de plus de gens Oui, encore? très probablement. Très probablement, nous avons franchi au cours de la crise Covid-19 là, une nouvelle étape technologique avec l'arrivée sur le marché Approche-toi un peu de ton micro, si des tu veux bien. vaccins à ARN. D'accord. C'est une nouvelle approche vaccinale extrêmement prometteuse. Je rappelle, historiquement, ça n'a pas été conçu pour la Covid-19. Ça a été conçu normalement pour les cancers et pour le VIH. Mais on n'a pas eu le temps et quand la technologie était arrivée à maturité, il y avait la crise Covid-19. L'occasion était trop belle. Ouais, donc, Tout le monde se précipitait dessus pour faire appliquer tout de suite cette nouvelle technologie. Mais il y a des gens qui doutent comment ça se fait qu'on a pu développer ce vaccin en 1 an. En réalité, non. La personne qui a fait ça fait plus de 25 ans qu'elle travaille sur le sujet, d'ailleurs pour lequel elle a eu un prix Nobel de médecine. C'est pas, c'est pas tombé du jour au lendemain. voilà, du jour au lendemain, c'est faux ça. Donc, je pense qu'on est dans un moment intéressant où probablement on va pouvoir soit améliorer les vaccins préexistants qui sont moins efficaces. Hein. Par exemple, le BCG, c'est une vieille vaccination qui n'est pas très très efficace, sauf dans certains cas. Les vaccins qui sont déjà efficaces, on les garde. Et peut-être on va pouvoir développer des nouveaux vaccins pour des nouvelles pathologies Oui, qui donc ça nous avance, en embêtent. fait, ça Oui, progresse ça avance, régulièrement. oui, ça avance. Ça avance beaucoup. Oui. Question un peu pratique, j'aurais dû te la poser avant, mais si on vaccine le bébé, est-ce qu'on doit également vacciner la maman qui allait? Alors, il y a toute une procédure sur les mamans pendant la grossesse. Pendant l'allaitement, c'est pas le moment où on les vaccine, mais par exemple, la coqueluche, on peut faire un rappel à la maman. Enfin, il y a toutes des procédures qui sont faites par nos collègues obstétriciens pour protéger le nouveau-né, parce qu'il y a des maladies qui peuvent être particulièrement... effectivement, les premières semaines de vie, l'enfant n'est pas protégé contre la coqueluche. On peut effectivement faire des vaccins. Par exemple, quand on vaccine contre la rubéole, c'est pour empêcher la maman de faire la rubéole quand elle est enceinte. Faire la rubéole chez un adulte lambda, ça n'a aucune importance. Par contre, ça peut avoir des conséquences dramatiques chez une femme enceinte. Donc, il y a comme ça toutes sortes de procédures. Je pense que le plus important, c'est que les parents nous posent des questions, qu'on leur redise. Internet, il y a de tout, mais il y a aussi de l'excellence. Moi, je vais régulièrement sur Internet pour des choses très, très précises. Et si on ne sombre pas dans... Il ne faut pas aller dans les réseaux sociaux, mais il y a quand même beaucoup de sites de très bonne qualité. Je prépare une partie de mes émissions avec des sites sérieux et ce genre de choses. Hein. Ce que je veux dire, c'est calmer le jeu. Les décisions, il y a des décisions médicales, il y a des décisions politiques, ce ne sont pas exactement les mêmes. Se poser des questions, c'est naturel, mais il faut voir quelle est la maladie et quel est le risque. Je pense que on tape polio, on tape tétanos, c'est mortel, diphtérie, c'est mortel, polio, c'est ou mortel ou handicapé. Je pense qu'il faut pas hésiter à taper.
quitte à rediscuter avec le Il médecin. faut Nous, on surtout est pas hésiter à s'adresser aux reparler avec nous. professionnels et par poser des questions et se tourner vers vous. Et puis nous aussi, il faut qu'on reste vigilants. Je sais bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce que pourraient provoquer les vaccins. Il y a des changements de vie colossaux actuellement. Accuser les vaccins, c'est souvent très rapide et très réducteur. Il faut bien voir qu'est-ce qu'on prévient. On prévient des maladies extrêmement graves si on les attrape. Et franchement, l'expérience des Samoa, vous pourrez venir entretenir le médecin qui l'a vécu. Quand on sait qu'une maladie peut être évitée par un simple vaccin qui a été multi-utilisé, oui, pour nous, c'est horrible pour la famille, mais c'est très difficile aussi à vivre pour tout le monde. On va surtout retenir qu'il y a plus de 95% des bébés ou des vaccins qui sont bien en forme et grâce justement à la vaccination. Donc, c'est le côté positif, il faut continuer. Et puis surtout, s'il y a des questions à poser, on les pose aux professionnels. Et comme vous l'avez fait pendant l'émission, vous allez y répondre. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV. Merci.